tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va continuer notre petite inspection des règles de chronique oubliée galactique. Alors oui, une deuxième vidéo, nous avions vu la dernière fois un peu par le détail comment le premier niveau de complexité, à savoir la création de personnages simplifiés telle qu'elle est exposée au début du livre et qui permet d'assez vite rentrer finalement dans ce qui nous intéresse vraiment, à savoir avoir des personnages et puis jouer surtout. Là, on va voir aujourd'hui la création de personnages avancés. Ça permettra, en visionnant les deux vidéos, de se faire une idée un peu précise. Et puis, je trouve que ça renseigne aussi sur la granularité de ces règles, puisque moi, je trouve que c'est un des points forts de ces gammes. C'est en réalité de permettre d'être aussi intéressante pour des jeunes joueurs pour s'initier que pour des vieux briscards qui chercheraient des systèmes plus simples, plus simplifiés, qui finalement déplaceraient leur centre d'intérêt du crunch vers autre chose. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Moi, j'ai remarqué dans le parcours des rôlistes, à titre personnel. Moi, c'est vrai que j'ai eu tout un tas d'époques où vraiment, pour moi, les règles, c'était important qu'elles soient euh, le plus crunch possible avec le maximum d'options, etc. Et puis, je m'aperçois en ce moment, notamment en faisant jouer la campagne de Nyarlathotep avec un système qui est bien connu pour les limites qu'a ce système et la simplicité, c'est-à-dire le Call of Cthulhu dans sa dernière édition américaine, et ben je m'aperçois qu'en fait ça suffit, ça opère par rapport à mes attentes et aux attentes de la table, un déplacement et on est beaucoup plus sur l'interprétation, sur le récit, la construction du récit et puis l'enquête, puisque les masques, il y a quand même une enquête qui est au centre de tous les débats, si j'ose dire, et on s'attarde moins sur des détails de crunch, de points de règle. Alors, j'y viens, je vais chercher ça dans le sommaire qui est très bien fait. Donc, règles avancées, création de personnages à la page 80. Voilà. Alors, on va avoir un système de points de création. C'est la première chose qui nous est expliquée. Votre personnage est hors du commun. Par un coup de pouce du destin, il est appelé à vivre de grandes choses. Ce coup de pouce du destin est représenté par 8 points de création que vous allez pouvoir dépenser à votre guise à mesure du processus. Donc ça veut dire que durant la création de personnage, à un moment, vous allez pouvoir booster les options pour faire en sorte de créer un petit peu des personnages un peu plus costauds. Je ne vais pas commenter tout de suite, juste un petit mot quand même. C'est rigolo parce que je dis je vais pas commenter, en fait oui je commente. Moi aussi avec le temps, dans ce que je vous disais juste avant sur l'évolution de mes attentes, j'aime de moins en moins les jeux épiques, héroïques où il faut jouer des gros costauds. Je trouve qu'un des charmes inégalable de l'appel, c'est justement qu'on joue du monsieur et madame tout le monde confrontés à des événements qui eux sont exceptionnels. Je trouve que c'est dans ce décalage qu'on a beaucoup de choses à exploiter, aussi bien du côté du maître de jeu que du côté des joueurs. Alors, le premier choix, c'est des espèces. Nombreuses espèces extraterrestres peuplent la galaxie, même si certaines aventures mettent en avant l'humanité. Les personnages peuvent appartenir à d'autres espèces. Alors, ainsi qu'une méthode pour créer, on peut même créer des... Ouais, bon. Nous choisissons un humain, tout simplement. Angie bénéficie donc du rang 1 de la voix des humains. Oui, c'est-à-dire que si vous choisissez une autre espèce, alors j'imagine qu'à un autre endroit dans le jeu, on vous donne des espèces à choisir. Vous avez vous avez un rang dans la voix de votre espèce. J'ai pas de nom d'espèce en tête. Donc là, ils prennent l'exemple d'un humain, donc un dans la voix du rang des humains. Les caractéristiques. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous avez la méthode fixe, la méthode aléatoire équilibrée, la méthode par répartition. On va voir rapidement ce que c'est. Alors, les méthodes fixes, sélectionnez simplement l'une des séries proposées dans la table des caractéristiques de départ fixe, tout comme pour la méthode simplifiée. Alors, vous avez table de départ fixe. Alors, vous avez soit un joueur polyvalent, qui sera constitué donc de 2 plus 2, 3 plus 1 plus 0, un expert, 3 plus 1, ça c'est semblable à la méthode qu'on avait vue dans les simplifiés. La méthode aléatoire équilibrée, par cette méthode, vous avez besoin de 2d6, vous lancez les dés et calculez la somme obtenue, en rapportant ce résultat sur la table des caractéristiques aléatoires. Alors vous avez une table, vous tirez 2d6, par exemple si vous faites 8,
ça vous donne un plus 1. Si vous faites 10, ça vous donne un plus 2. Ah, vous pouvez avoir jusqu'à des plus 3. Mais vous n'avez pas de plus 4. Pas avoir de... Ah non, c'est deux valeurs en fait. Vous obtenez deux valeurs à répartir entre vos caractéristiques. Je tire le D6, par exemple, je fais 10, j'ai un plus 2 et un plus 0. Je fais 12, j'ai un plus 3 et un moins 1. Je fais 2, j'ai un moins 2 et un plus 4. Ah oui, donc c'est un peu ça mélange un peu. Ça a l'air assez rigolo. Voilà. Et la méthode par répartition, c'est de la méthode laisse le choix des bonus du personnage au joueur. Les seules règles imposées, la somme des scores de caractéristiques doit être égale à plus 6. Ok. Alors je vérifie dans ce... Par exemple, le spécialiste, 4 et 3, 7 et un 8. 8, ça fait plus 5. L'expert, 3 et 2, 5, 6, 7, moins 1, ça fait plus 6. Le polyvalent, 2, 2, 5, 6, 7, il y a plus 7. Oui, donc ça voilà. Bon, là, c'est un simple choix. J'avoue que la méthode de... est-ce qu'il y a besoin de s'embêter? Ça donne des trucs un peu plus ouverts. Si vous faites des mauvais scores, vous allez avoir un moins 2, mais un plus 4. Si vous faites vers le milieu, vous allez avoir 2 plus 1. Bon, ça a l'air assez... ça n'a pas l'air d'avoir grande importance et c'est peut-être une bonne chose. Ensuite, vous devez définir un profil et vous avez des voies à choisir. À cette étape, vous devez créer le profil, c'est-à-dire son occupation principale. La liste des profils disponibles peut être restreinte par votre MJ selon l'univers, le niveau technique, le type de scénario. Le choix des voies. Pour définir votre profil, il vous faut choisir les voies qui correspondent à cette occupation. Contrairement à la méthode simplifiée, vous bénéficiez d'une certaine liberté dans ce choix, en suivant toutefois les règles. Ces choix est aussi soumis à l'approbation du MJ. Mais rassurez-vous, les multiples combinaisons existent, quel que soit le profil. À cette étape, chaque personnage doit sélectionner une voie culturelle, des voies professionnelles et une voie de hobby. Alors on va prendre l'exemple de Anji, qui est un mécano. Le profil standard du mécanicien du chapitre 1 va nous servir de base de travail. Les voies du profil de mécanicien sont classe moyenne, moteur et réparation. Les deux dernières semblent aller de soi, toutefois, nous voulons qu'Anji soit plutôt originaire d'une communauté débrouillarde et isolée. Nous remplaçons donc la voie de la classe moyenne par la voie du système D. Voilà, donc ensuite vous avez le choix des capacités, l'utilisation des points de création. 8 points de création, c'est là qu'interviennent les fameux 8 points de création qui font un peu de vos personnages des héros, enfin des gens en tout cas plus costauds que la moyenne. À cette étape, au prix de 8 points de création de personnage, le personnage dispose de 2 points de capacité supplémentaires à répartir entre sa voie culturelle, ses voies professionnelles et sa voie de hobby. Il ne peut toutefois pas dépasser le rang 2 dans aucune voie. Reprenons notre exemple, le profil standard de mécanicien opte pour un rang dans les voies de moteur et réparation, dans la mesure où le premier rang, ouais, ça fait 2. Nous envisageons un personnage un peu plus spécialisé en offrant les 2 rangs dans cette voie et en laissant les autres voies au rang 0. Cela nous donne les voies et capacités suivantes pour le personnage. Humanité 1, système D, voie professionnelle, moteur 2 et réparation. Voie de hobby, bagarre. Utilisation. Chaque point dépensé à cette étape, le personnage peut choisir entre disposer d'une somme supplémentaire de départ équivalent à 1000 crédits, obtenir un équipement supplémentaire correspondant à un niveau de voie aisée. Pour 2 points de création, le personnage peut aussi choisir d'augmenter son niveau de vie et une seule catégorie. Ok, le choix d'entrée. Tous les personnages disposent d'entrée ou d'un avantage. Utilisation. À cette étape, il est possible de dépenser 3 points de création pour bénéficier d'un second avantage. Ah oui, donc en fait, c'est que des options, les points de création. Alors, je pense que ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut veiller un petit peu, si vous aimez un petit peu l'équité, il faut quand même veiller à ce que... Oui, d'ailleurs, il 18. Alors, il faut que tous les joueurs soient créés de la même façon, sinon je pense qu'on risque d'avoir au final, avec toutes ces options, vraiment des joueurs beaucoup plus forts que d'autres. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'ils auront... tendance à un peu plus souvent intervenir parce qu'ils réussiront plus quand il va falloir faire une action, ils auront plus de chances de réussite, donc la troupe décidera manifestement de les faire agir eux et pas les autres. Vous avez ensuite tout ce qui concerne les attaques, la défense, l'initiative, les relations pendant la partie, les dommages. Votre personnage n'est pas le seul dans l'univers. Avant de débuter sa aventure, elle a déjà croisé toute
la route de plusieurs autres individus, peut-être même de certains des PJ. Ceci est reflété par des points de relation, PR. PR égale 3 plus le charisme. Dépensez les PR. Vous devez dépenser l'ensemble des PR dont vous disposez avant le début de la première aventure. Si vous le souhaitez, que votre MJ le permet, vous pouvez choisir un et un seul ennemi pour obtenir 2 PR supplémentaires. Vous dépensez ces points afin de créer certaines relations avec d'autres personnages de l'univers. Connaissance, un coup de PR, connaissance personnelle. Alors là, intéressant, je pense que cette partie est assez intéressante parce qu'en fait, elle va permettre d'orienter déjà la toile de fond en créant des liens avec, avant même que l'action de mettre les personnages en scène. Et je pense qu'à mon avis, ça facilite quelque chose de très bien, c'est que ça va faciliter en fait la mise en action. On va démarrer avec des personnages, bah là apparemment, vous pouvez choisir d'avoir déjà des amis, des relations avec vos amis, type vous devez de l'argent, enfin j'imagine que ça peut être un connaissant, vous pouvez avoir des connaissances, c'est pas mal. C'est pas mal pour construire, ça permet je pense de construire quelque chose d'équilibré entre tous les personnages et le décor, et les protagonistes et les antagonistes. Et c'est une manière de le mesurer, de ne pas tomber dans ce qui peut arriver des fois. Si vous demandez à vos personnages, par exemple, de faire d'une façon totalement ouverte et sans un système de points pour le calculer, pour le jauger, des backgrounds, on a tous vécu ça. On demande à tous nos joueurs, décris-moi un peu, rédige-moi le background de ton personnage, et vous allez avoir des joueurs entre guillemets plus malins que d'autres qui vont vous faire 2 pages très fertiles qui vont faire que son personnage, il connaît déjà par exemple les autorités de la ville, il connaît déjà tel perso, il a des relations dans tel milieu, etc. Et puis des personnages qui ne vont pas le faire. Et donc la table elle va être complètement déséquilibrée. Donc quand vous allez mettre vos personnages en situation, dans cet univers, il va y avoir, il n'y a aucune égalité entre le mec qui a fait son background et celui qui ne l'a pas fait. Et c'est un peu dommage parce que du coup, le focal, la caméra, va être beaucoup plus sur le personnage qui a le plus de relations. Si vous avez un personnage qui vous a précisé qu'il connaissait bien les autorités de la ville et que le scénario vous réclame d'aller parler avec les autorités de la ville, c'est bien évidemment lui qui va le faire. Vous voyez, ça fausse complètement. Donc là, c'est assez malin, ça a l'air assez malin de créer des personnages. C'est un moyen de le mesurer comme ça par des points. Ça permet que chacun des joueurs ait des petites choses. Voilà. Puis enfin, la touche finale, c'est des traits de caractère. Alors, les traits de caractère, MJ est une femme rousse. Les traits de caractère fournissent un bonus conséquent, mais imposent en contrepartie un léger désavantage dans certaines situations. Voilà. Alors, en fait, est-ce qu'il faut une apparence, quelques trucs, autant les petites choses qui n'apparaissent pour votre compagnie. À cette étape, vous pouvez transformer jusqu'à 2 points de création qui vous restent en points de caractère, au prix de 1 par PC. Ah, c'est des points de chance, voilà. Et les traits vous aident à caractériser votre personnage. Dans Chronique Oubliée Galactique, ces traits sont de 2 types. Les traits de caractère et les avantages. Ok. Alors, vous avez le calme, le personnage, mais je vous donne un petit exemple. Trait de caractère arrogant, le personnage obtient un bonus de situation de plus 5 dans ses interactions avec les personnages issus de l'aristocratie, des médias ou de la classe politique. Il est toutefois pénalisé d'un malus de situation de moins 5 à tous les tests de situation contre des personnages d'autres origines. Ouais. Encore une fois. Et les avantages. Les avantages sont aussi des traits, leur bonus est moins conséquent mais n'imposent aucune contrepartie au personnage. Il est possible de prendre un avantage plutôt qu'un trait à la création. Ok. Alors, j'ai dû rater le petit paragraphe où ils disent qu'il faut prendre des traits. Touche finale. Avec cette procédure détaillée, vous avez une idée plus précise que son occupation d'un trait qui le caractérise. Ah oui, donc, vous pouvez donner du corps, il faut lui donner une apparence. Donc, il faut trouver un trait. Bon, les traits, ils n'en parlent pas, on le comprend, hein, de toute façon, c'est assez clair. Voilà, donc je pense que là, on a fait le tour. Et on passe, vous voyez, toujours résolution, partage d'autorité narrative, une petite option supplémentaire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donne un petit peu, vous voyez que c'est un peu plus détaillé. Ce que je retiendrai moi, même si on est en territoire connu, il n'y a rien
Il n'y a pas de truc bouleversifiant, hein, si j'ose dire, dans cette création de personnage. Là, j'ai lu vite. Bon, je suis pas sûr que ce soit hyper. C'est un peu touffu et c'est pas forcément. Vous voyez, par exemple, ce point de caractère, j'ai dû sauter quelque chose. Bon, ça paraît bizarre, mais voilà. Ce que je dirais donc, c'est que l'accent a été mis sur l'équilibre. Euh, voilà, j'ai l'impression que des données chiffrées, les avantages, etc., la façon dont on crée, permettent de faire des personnages où, en gros, on risque d'avoir des tables très, j'allais dire, homogènes dans le sens où elles peuvent toutes intervenir. Hein, il y a quand même encore trop de jeux où on s'aperçoit au bout de quelques parties que, ah oui, mais bon, si t'es pas ce type de personnage, t'en fais beaucoup moins. Alors j'ai deux exemples en tête. Euh, le bon vieux exemple, par exemple, dans The Witcher. En réalité, si vous êtes un Witcher, vous avez beaucoup plus de choses à faire que si vous n'êtes pas un Witcher. J'allais dire, bon, c'est contenu dans le titre, c'est pas forcément gênant, le tout c'est de le savoir. Et en même temps, vous pouvez pas faire une table avec 5 Witcher, parce qu'il vous manquerait les autres personnages qui sont plus des faire-valoir. Là, j'ai l'impression qu'avec cette création de personnages avancée, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et finalement, ça va décaler la chose. On va aller chercher, les prouesses vont être à l'initiative des joueurs et pas des personnages. Moi, j'aime bien ces mécaniques-là. C'est aussi ce que j'aime, par exemple, dans l'appel, où en fait, ce qui va faire la différence, c'est même ce que j'aime dans le old school. C'est le joueur et pas le personnage. Vous allez avoir, si on prend le cas des jeux vraiment old school, vous allez avoir un magicien. Ce qui va faire que c'est un bon magicien, c'est pas tant le fait, parce que le magicien est une bonne classe de personnage, c'est la façon dont le joueur va s'en emparer et va savoir utiliser sa classe de magicien avec sagacité. Donc moi j'aime bien ça parce que j'aime que ça renvoie, que le mérite des bonnes choses qui arrivent au personnage tiennent en gros au fait que le joueur est bien joué. Au-delà du roleplay, qu'il est bien joué, le roleplay aussi, mais qu'il est bien joué dans l'intelligence de ses propositions pour se sortir de la situation, pour bien embrasser la problématique et la résoudre avec ses compagnons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je ferai peut-être encore quelques vidéos là sur les règles, sur des petits points de règles, de manière à continuer à vous permettre de rentrer en douceur dans ce corpus de règles qui a l'air, vous voyez, c'est un petit livre, mais c'est bien touffu. Je pense qu'on n'est pas... on n'est pas déçu, je pense, surtout quand on connaît la gamme. Alors, je vous en ai parlé la dernière fois, je crois que je l'avais évoqué. Il y a un nouveau chronique oublié Fantasy deuxième édition qui, je crois, la soirée de lancement est le 30 août, donc c'est pour du très bientôt, et dans 2 jours si je ne m'abuse, à vérifier. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ces gammes de jeux vous intéressent, voilà. Je ne saurais trop que vous conseiller de suivre la soirée et de voir si vous êtes intéressé par le pledge. La grosse nouvelle, à mon avis, je pense que le jeu va bénéficier des petits ajouts de règles dans le chronique oublié contemporain et dans le chronique oublié galactique. Ils vont certainement patcher quelques trucs en plus par rapport à ce qu'on connaissait. C'est qu'il y a apparemment, le gros du changement, c'est qu'apparemment, les terres d'Osguild il y a enfin un atlas, c'est-à-dire un univers de jeu, bon, qui va être, je pense un peu classique, un peu consensuel hein, sur ce qu'on connaît déjà des terres d'Osguild. Mais c'est toujours bien d'avoir un univers de jeu. Même si on peut broder, etc., ça permet de se concentrer sur du scénario et pas d'avoir à créer tout un univers, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile, et puis que c'est pas tout le monde qui a le temps pour le faire et qui a envie de le faire, parce que c'est quand même un gros boulot. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt.